Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Zone Fantastique. Je suis avec Elvina Jekyll. Bonjour Elvina. Bonjour. Et je suis également avec Red Arrow. Bonjour. Voilà, vous voyez, il s'est transformé en intelligence artificielle, en interface, c'est juste une voix maintenant. On espère le retrouver bientôt. Il s'est peut-être perdu dans un coin perdu des États-Unis. On va justement y revenir avec le film aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le chaînon manquant dans le cinéma américain entre Carnival of Souls et Howard the Duck? Non, mais j'imagine que tu vas nous le dire. Willard Huyck. Oui, t'es sur une piste puisque on va parler de Messiah of Evil, réalisé par Willard Huyck et Gloria Katz, et sorti en salle en 1973. They're coming here. They're waiting at the edge of the city. They're peering around buildings at night. And they're waiting. They're waiting for you. And they'll take you one by one, and no one will hear you scream. No one will hear you scream! Alors, est-ce que l'un de vous deux pourrait me faire un pitch de Messiah of Evil? On va pas trop en dire, mais pour en parler assez brièvement, c'est une jeune femme qui s'appelle Arletty, qui part à la recherche de son père dans une petite ville côtière, une ville en bord de mer qui s'appelle Point Dune. Elle questionne les habitants, elle retourne dans l'appartement où son père, qui était un artiste, appartement très étrange, très coloré et lynchien, j'ai envie de dire. Et voilà, elle part à la recherche de son père, mais les habitants sont un peu étranges, ne souhaite pas trop répondre à ses questions. Il y a un truc pas net dans cette ville et cette jeune fille se sent un peu seule pour retrouver son papa et n'a clairement pas d'aide, en tout cas pas d'aide de gens très éclairés. Oui, c'est pas évident à résumer parce qu'on part sur une intrigue qui est censée conduire le récit et finalement le récit va progressivement se déliter, on peut dire, dans un film qui est davantage un film d'ambiance, un film d'atmosphère. On peut dire que c'est un film de déambulation, un film d'errance avec un personnage perdu dans une zone étrange, dans un patelin perdu, quelque part entre le monde des vivants et le monde des morts, entre le monde des rêves et la réalité, avec des habitants au comportement très étrange. Donc voilà pourquoi j'ai cité Carnival of Souls, le Carnaval des âmes, qui est un film de 1962, pourquoi je l'ai cité dans l'introduction. On est vraiment dans la lignée de ce genre de film étrange, avec un personnage perdu dans un décor de fête foraine. Voilà, c'est un film qui avait pas mal marqué le cinéma fantastique au début des années 60. Ça fait aussi penser à La Cité des Morts, avec une protagoniste qui est une sociologue, si je dis pas de bêtises, qui part enquêter sur une légende dans un petit village très Lovecraftien. Voilà, on est dans cette famille de films très brumeux, très nébuleux, volontairement bizarres, avec ce personnage féminin qui finalement, plus il avance, moins il en sait. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors oui, comme tu le disais, c'est un vrai film d'ambiance pour le coup. Voilà. Moi j'étais plutôt imprégné par le visuel que, on va dire, le contenu que je trouve assez, on va dire, classique. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a eu aussi un côté, je trouve, très cinéma italien. Voilà, j'ai pensé à Bava, Argento, à un croisé de ces deux noms, on va dire. J'ai adoré la photo, les couleurs, ça joue sur les bleus froids. La nuit aussi, la nuit semble complètement enfermer cette petite ville dans une sorte de bulle en dehors du temps. Aussi, et cette lune forcément rouge champ qui revient. Voilà, il y a un beau contraste entre le bleu et le rouge, enfin entre ces couleurs-là du moins. Comme tu le dis, oui, c'est vraiment un film d'errance. Voilà, on s'enfonce complètement dans l'étrangeté de cette petite ville, voilà, où vraiment tous les habitants sont très louches. Par contre, hein. Je crois qu'il y a personne. Enfin, si peut-être une ou deux victimes qui sont à peu près normales, on va dire, féminines notamment. Mais vraiment, on s'enfonce dans l'étrangeté et voilà, on se laisse guider à travers ces personnages dans ces déambulations souvent nocturnes d'ailleurs.
Le jour a tendance à de plus en plus s'effacer au fur et à mesure du film. Il y a quand même quelques séquences chocs, qui je trouve que marquent l'esprit, comme celle où une victime fait de l'autostop, monte avec le conducteur le plus louche qu'il soit au monde, ou alors cette scène que je trouve remarquable du cinéma. Ouais. Là, j'en dirai pas plus, peut-être que vous en parlerez aussi, que j'ai trouvé très bien. Oui, t'as raison, il y a des couleurs de giallo, il y a des impressions de giallo, avec ces couleurs très froides, ces aplats de couleurs très froides, sur lesquels surgissent des couleurs plus chaudes, des éclairages plus baroques. C'est un film qui expérimente beaucoup de choses visuellement. Alors, si j'ai cité Howard the Duck dans l'introduction, c'est que c'est assez fou, mais le film est réalisé par Willard Huyck et Gloria Katz, qui ont signé dans les années 80 Howard the Duck, qui est l'un des plus gros plantages parmi les blockbusters des années 80. Voilà, adapté des comics Marvel, qui aujourd'hui est encore très embarrassant à voir. Voilà, ça se voulait un grand divertissement pop, familial, avec de l'aventure, de la science-fiction, de l'humour, un canard qui fait l'amour avec une humaine. Voilà, bon, passons. Bon, ce serait pas sympa de résumer ce couple à Howard the Duck, parce qu'ils ont aussi fait French Postcard, qui est une comédie romantique qui a eu pas mal de succès à la fin des années 70. Et ils ont surtout signé le scénario de Indiana Jones et le Temple Maudit, qui est un sommet d'efficacité, d'action et d'aventure. C'était produit par George Lucas, et c'est également George Lucas qui a produit via Lucasfilm Howard the Duck. Donc je pense que ils étaient potes à l'époque, probablement dans leur jeunesse. Ils sont de la même génération, c'est cette génération du Nouvel Hollywood. D'ailleurs, en parlant de Nouvel Hollywood, est-ce que vous avez vu qui apparaît lors de la séquence pré-générique? La première victime, on peut dire, l'homme qui court au début dans la séquence pré-générique. Ce n'est pas Walter Hill? Eh oui, gagné. C'est Walter Hill. Alors qu'il n'était pas encore, à l'époque, en 1973, il n'était pas encore le Walter Hill des Guerriers de la Nuit, de The Warrior, de 48 heures, de Southern Comfort. Voilà, c'était encore un talent qui restait à confirmer, mais je pense que ça devait être un peu la même bande de cette même génération qui se fréquentait probablement à Hollywood. Et justement, alors, je vous ai proposé qu'on parle de ce film parce que, justement, c'est un film de 73, c'est un film ancré dans son époque, et le cinéma américain des années 70, c'est un peu une période dans laquelle je me réfugie quand j'ai besoin d'avoir peur, quand j'ai besoin de frissonner. Moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'avoir peur, je suis parfois un peu lassé par le cinéma, il y a des effets qui fonctionnent plus trop sur moi, et quand j'ai besoin de me réfugier dans quelque chose que je trouve vraiment flippant, angoissant, glauque, je vais piocher dans le cinéma américain des années 70, dans ce cinéma du Nouvel Hollywood, en tout cas contemporain à ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un renouveau du cinéma, de nouveaux talents, du sang neuf dans les différents genres hollywoodiens, et y compris dans le cinéma fantastique, dans le cinéma de genre et dans l'horreur. On a bien vu qu'il y avait une nouvelle génération qui avait émergé à partir de la fin des années 60, sur toutes les années 70. Bien sûr Romero, Toby Hooper, Wes Craven, et même dans un cinéma plus mainstream, d'un cinéma des majors, Friedkin a officié dans l'horreur avec L'Exorciste qui a été un carton, Spielberg aussi avec Les Dents de la Mer et Duel qui participe aussi d'une certaine, si ce n'est d'épouvante, mais en tout cas une certaine tension, une certaine angoisse très efficace. Je trouve toujours beaucoup d'intérêt dans les années 70. Alors là, j'ai brassé large, il y a un monde entre une œuvre de studio comme Les Dents de la Mer et la pellicule crapoteuse d'un film d'exploitation comme Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Mais voilà, moi quand je vois un film des années 70, je ressens un contexte, je ressens quelque chose que je trouve assez glauque, assez cafardeux, que ce soit dans l'esthétique, dans les couleurs, dans le grain de la pellicule, et puis aussi voilà tout ce contexte de l'époque sociale, politique qui je trouve transparaît dans les films. Le Nouvel Hollywood, c'est un cinéma en crise en fait, c'est un cinéma de la crise de la figure virile du héros, la crise de l'Amérique. On se pose plein de questions sur le côté guerrier de l'Amérique, on est en pleine guerre du Vietnam, sur l'individualisme mais aussi sur le conformisme. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui je trouve irriguent les années 70 dans le cinéma américain. Alors là, dans Messiah of Evil, on est encore dans autre chose, on est encore dans un autre sillon. Elvina, t'as cité Lynch. Effectivement, on est un peu dans un film pré-lynchien d'une certaine façon, une espèce de déambulation nocturne qui fait penser à Lynch, à ce qu'on pourra voir plus tard dans Twin Peaks, avec cette ville étrange, avec des gens au comportement étrange, et même la nuit californienne, la nuit Los Angeles la nuit, telle que la filme Lynch dans Lost Highway ou Mulholland Drive. Voilà, la nuit est un autre espace-temps, est un autre espace esthétique, est un autre espace de cinéma. C'est un lieu qui se cartographie différemment que lors de la journée. Voilà, on a cette espèce de ville qui paraît presque sous cloche, que l'on découvre progressivement en même temps que l'héroïne. Du coup, l'étrangeté monte progressivement, l'inquiétante étrangeté d'Asun Heimlich, ce concept, voilà, de quelque chose qui est dissonant, de plus en plus dissonant. On se répète progressivement, ça c'est bizarre, tiens ça aussi c'est bizarre, ça encore c'est bizarre, ça aussi, jusqu'à ce que l'accumulation de toutes
toute cette étrangeté finit par nous encercler en fait, nous dépasser complètement, nous tenir prisonniers. Toi Elvina, cette étrangeté, elle a fonctionné sur toi? Il y a des scènes que j'ai trouvées excellentes, notamment celle du cinéma qui est une vraie angoisse, avec cette femme qui est au cinéma au départ toute seule en train de regarder un western, j'ai plus le nom du western, et ces gens qui arrivent progressivement et qui l'entourent et qui petit à petit se mettent vraiment autour d'elle et elle se retrouve seule face à une vingtaine de personnes. C'est un peu ce qui arrive dans ce film, c'est qu'au départ tu vois 2-3 cas étranges, puis plus t'avances dans le film et plus en fait tout ce qui s'y passe, comme tu dis, ça devient de plus en plus étrange et de plus en plus menaçant. Il y a une esthétique, je suis aussi d'accord avec Red Arrow là-dessus. Moi ça m'a fait penser à un giallo. Pendant quelques secondes je me suis perdue en mode je suis en train de regarder un film italien là, on est sur un mélange entre Argento et Romero, et je dis pas ça à cause des gens qui ressemblent limite à des zombies au bout d'un moment, mais non, il y a une très belle esthétique d'ailleurs grâce à l'appartement, grâce aux décors, les décors qui sortent de nulle part avec ces espèces de fresques qui jouent sur les perspectives et tout, ça donne limite des trompe-l'œil. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène où t'en as une qui est dans la baignoire et il y a l'autre femme qui lui parle, et derrière elle il y a un mur avec des personnes assises en perspective et t'as vraiment du mal à comprendre comment est la pièce à cause de toutes ces fresques qui recouvrent tous les murs, ces décors ultra chargés. Non, il y a quelque chose de sympa dans le visuel du film qui rattrape un peu l'ambiance, j'ai envie de dire terne de la bande son. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a très peu de bande son. Quelques musiques au térémine pour donner un aspect regardez comme c'est étrange. Quelques bruits de vent et quelques bruits de mer pour vous rappeler qu'on est sur une ville côtière et que la lune et la mer en soi va avoir une petite importance dans le film. Mais en fait, on oublie totalement cette absence de son qu'il y a dans certaines scènes grâce au décor et à l'esthétique du film. Tu voulais dire quelque chose, Redaro? Je voulais juste rajouter sur le côté lynchien que tu évoquais, ça se traduit aussi sur les personnages secondaires de cette ville qui ont tous leur bizarrerie, un côté frics. Là, en l'occurrence, c'est souvent l'handicap. On voit une aveugle qui est aussi un afro-américain albinos, par exemple. Il s'en sert justement comme, pour un peu intégrer de l'étrange toujours plus à ces décors aussi qui le sont tout autant. Et pour en revenir sur ce qu'on disait à propos de l'impression de giallo, il faut dire aussi qu'il y a des personnages dans le film qui sont des personnages d'artistes. L'héroïne, elle part à la recherche de son père qui est un artiste de pop art. On voit son atelier rempli d'œuvres avec des collages, des photos et plus tard aussi de la peinture. Il y a un autre personnage aussi qui va accompagner l'héroïne pendant une majeure partie du film, qui est une espèce de dandy esthète accompagné de deux muses. Enfin, on sait pas très bien qui sont ces jeunes femmes. Voilà, un personnage un peu de dandy, un peu décadent, une espèce de jet set un petit peu moisi, un petit peu en déliquescence. Et ça, c'est un milieu qu'on retrouve souvent dans les giallo. C'est des personnages qu'on pourrait voir dans L'île de l'épouvante ou La baie sanglante de Mario Bava, dans L'oiseau plumage de cristal, le meurtre a lieu dans une galerie d'art. Voilà, ces personnages comme ça, d'un milieu artistique, parfois un peu prétentieux, qui essaient de garder leur distance avec le reste de la population, qui regardent de loin le monde en train de s'effondrer, en train de basculer dans le chaos, mais qui en fait, au final, vont mourir comme le commun des mortels, de manière parfois assez cruelle d'ailleurs. Il y a une espèce de retour de bâton. Pour ce qui est du son, je sais pas vraiment si c'est un choix artistique délibéré, si c'est la volonté de troubler encore plus nos sens, de nous donner l'impression d'être dans un scaphandre, de troubler nos repères en nous donnant l'impression que nos sens ne fonctionnent pas complètement, que notre oui ne fonctionne pas complètement, ou alors si c'est des problèmes de budget, c'est-à-dire que ils n'ont pas pu peaufiner la bande son en rajoutant des effets sonores, en rajoutant de la musique. Je sais pas si c'est un manquement technique ou si c'est la volonté d'avoir une bande son dépouillée, mais en tout cas c'est vrai que ça ajoute à l'étrangeté du film. Je sais pas, de temps en temps on a quand même des musiques au térémine et je me dis que ça aurait pu, ils auraient pu continuer un peu tout le film au térémine entre guillemets comme un vieil épisode de Star Trek. Je suis pas sûre que ça aurait fait un budget bien plus gros. Donc peut-être que c'est volontaire, j'en sais rien, mais c'est vrai que de par l'image, des fois on en oublie qu'il y a pas du tout de son. Moi j'y prête beaucoup attention donc je fais gaffe à ça, mais ça m'arrivait d'oublier qu'il y avait plus de son parce que l'image te prend tellement le sens de la vue comme tu dis, tu te concentres tellement sur ce que tu es en train de voir, sur le décor où il y a beaucoup de choses que t'en oublies des fois que vraiment il y a aucun son. C'est comme tu dis, t'es dans un scaphandre, t'as un coquillage à l'oreille et ça me surprend toujours dans des films de rien entendre du tout. Je ne sais pas, voilà, ou alors il y a une espèce de vide qui se crée dans cette espèce de zone, d'interzone où certains sons ne parviennent plus, je sais pas. Alors, on est un peu comme dans un état d'endormissement, tu sais, comme quand notre cerveau réussit à faire abstraction de certains sons pour pouvoir s'endormir, a réussi à couper certains bruits de fond. Mais en revanche, il y a un truc qu'on vous a pas dit parce qu'on essaie de vous vendre le film et parce qu'il y a certaines séquences qui sont très intéressantes. Voilà, c'est un film de séquences
séquences, on va dire, mais il y a aussi un ventre mou. Pourtant, c'est un film qui est pas très long, mais il y a quand même des problèmes de structure. Voilà, il y a des moments de flottement, d'errance, le personnage sait pas trop quoi faire, il sait pas vraiment comment relancer son enquête, ça piétine un peu, et paradoxalement, la fin est très précipitée. C'est ce que j'allais dire, en fait, tu la vois, c'est vrai, comme tu dis, errer. Et au final, en fait, l'explication de ça, c'est ça, mais ça passe en même pas 2 minutes. C'est allé trop vite et je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien compris l'histoire? Est-ce que je suis passée à côté d'un truc? Mais non, bah tu me confirmes que effectivement la fin est vraiment très précipitée. Et on élargit le champ temporel justement avec l'arrivée d'un flashback, un peu sorti nulle part. C'était complètement inattendu dans la narration, et justement après, tout paraît précipité après ce flashback. Alors qu'on avait l'impression d'avoir des éléments, et voilà, le film se précipite d'un coup après ce flashback. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le point de jonction, c'est le point de bascule, et après le film se casse la gueule. Alors, je sais pas si là encore c'est un problème technique, c'est un problème de manque de budget. Voilà, c'est pas évident de faire un film, de réussir la globalité d'un film, d'en faire une œuvre qui tienne debout du début à la fin. Alors là, est-ce qu'il manquait de temps? Est-ce qu'il y avait une fin plus longue, plus développée? Ils ont pas eu l'argent, ils ont pas eu le temps de la tourner. Peut-être que ces séquences qui se passent dans le passé, ils les ont tournées 6 mois plus tard, après avoir fait des tests avec différents montages et se rendre compte que le récit fonctionnait pas, je sais pas. Mais cela dit, je suis pas sûr qu'ils étaient obligés de faire un film avec un dénouement, avec une clé du mystère donnée au spectateur. Dans ce genre de récit de déambulation, dans ce genre de récit étrange, on n'attend pas forcément une explication claire. Pour en revenir à Lynch, Lynch demande à ses spectateurs de ne pas chercher à concevoir l'intrigue de manière trop littérale, trop terre-à-terre, avec une explication claire et définitive. Bon alors là, dans Messiah of Evil, l'explication de la malédiction qui plane sur la ville, de ce péché originel, on peut dire, qui a donné lieu à cette malédiction, c'est intéressant, mais tout ce qui suit, en fait, le dénouement du parcours de l'héroïne et du dandy qui l'accompagne, il y a une séquence de fin qui se passe sur la plage, les personnages sont acculés vers la plage, il y a une séquence rituelle qui se prépare, là on bascule dans la folk horror, mais une folk horror ancrée dans les années 70, dans un contexte contemporain, contemporain à la sortie du film, et puis voilà, les personnages ne savent pas où aller pour fuir la menace autour d'eux, la menace qui les encercle, et donc ils se dirigent vers la mer, ils se dirigent vers leur propre mort, en fait, voilà, ils n'ont pas vraiment d'issue, et tout ça est bouclé en 5 minutes, quoi. On sait même pas en quoi consiste vraiment le rituel qui a lieu sur cette plage. Non, c'est pas assez explicite, et d'ailleurs même tu parles de la narration du film, je trouve qu'elle est pas terrible dans le sens où en fait des fois comme tu dis c'est elle qui raconte, on a un peu comme tu dis cette narration où elle se trouve là et elle raconte comment elle se retrouve là, mais en même temps on a un point de narration qui vient du père aussi, et ça je trouve que c'est pas très bien abouti dans le film, parce que du coup t'es là en mode mais qui raconte l'histoire en fait? Des fois c'est le père qui raconte, parce qu'elle cherche son père, n'oubliez pas. Et elle se trouve dans son appartement, donc elle cherche un maximum d'indices, elle lit ses journaux, essaie de récupérer ses dernières œuvres et compagnie. Et des fois, on a cette voix off du père qui raconte ses journées, ses trucs et tout. Donc, je sais pas, je trouve que c'était un peu méli-mélo aussi au niveau de la construction de la narration dans ce film. Ouais, le rituel sur la plage, ça dure 1 minute à l'écran en fait, et tu te dis c'est dommage, parce que là, d'abord il y avait une ambiance assez intéressante, et on aurait bien aimé qu'on nous présente plus clairement ce qui se passe dans cette scène, sans trop de dialogue, juste voilà, poser l'ambiance pendant 2-3 minutes de plus, pas trop de dialogue, voilà. Là aussi, t'as un peu une impression parfois que la voix off qui apparaît dans un certain moment du film, c'est un peu un cache-misère pour pallier aux scènes qu'ils n'ont pas pu tourner, pallier à ce qu'ils n'ont pas pu montrer par l'image, exprimer par l'image dans le film, et donc à la fin, au montage, en post-production, on rajoute une voix off pour combler les trous, et tu préférerais que ça se développe dans une narration visuelle qui à d'autres moments du film est très réussie. Tout ce qui touche au visuel du film est très réussi, parce qu'on vous a pas dit, mais en fait le film est raconté en voix off par l'héroïne qui est internée dans un hôpital psychiatrique, et elle raconte comment elle en est arrivée là, en fait, comment elle a basculé dans la folie. C'est un procédé assez classique dans le cinéma fantastique, et donc voilà, elle est censée nous expliquer ce qui lui est arrivé, et on sait pas vraiment au final ce qui lui est arrivé, parce qu'il manque ces quelques minutes à la fin du film, donc c'est un peu dommage, alors que le début du film, moi personnellement, je sais pas vous, mais la première séquence, avant même que le titre apparaisse à l'écran, on a cette silhouette qui avance comme ça dans un couloir, ça joue sur les flous, sur la profondeur de champ, c'est très intéressant. Là on bascule dans une esthétique, il y a un travail sur le son là encore qui est très intéressant, et ça nous promet comme ça une montée de la tension, une montée de l'angoisse dans le film, et la plongée dans une ambiance très particulière. C'est très réussi comme plan d'ouverture, quoi. Oui, même l'hystérie avec laquelle elle parle est extrêmement bien jouée pour le coup. Enfin, on sent vraiment que ça va finir très très mal, et pour elle, et elle parle avec une voix, elle hurle même avec
avec une voix d'hystérique. Et c'est extrêmement bien joué. Moi, ça m'a vraiment fait rentrer dedans pour le coup, cette scène. Comme si elle continuait sa déambulation pour l'éternité dans ce couloir d'asile en quelque sorte. Bon, un film quand même qui a des séquences très intéressantes, des expérimentations visuelles très intéressantes. On n'a pas beaucoup parlé de l'appartement du père dans lequel loge l'héroïne, qui est rempli de ses œuvres d'art. Voilà, il y a toutes ces figures qui sont floquées sur les murs. C'est des grandes photos floquées sur les murs, dont les regards sont dirigés sur l'héroïne. Donc ça joue sur la paranoïa, ça annonce déjà le sentiment d'oppression, le sentiment de paranoïa qui va se développer au cours du film. Ça annonce cette population qui va encercler l'héroïne. Voilà, donc même les images sont oppressantes, même les images sont angoissantes, même les œuvres d'art traduisent la folie de ce père qui a disparu. Voilà, et cette folie dans laquelle va basculer à son tour l'héroïne en venant chercher le père. Donc le père disparaît, devient fou dans cette ville, puis elle-même, Arletty, va à son tour se perdre dans cette ville. Voilà, la malédiction se répète inlassablement. Tu viens chercher quelqu'un qui est devenu fou, toi-même tu vas devenir fou, puis la personne qui viendra te chercher deviendra folle également. Voilà, c'est une sorte de cauchemar sans fin. You coming back from the waiting? What? The waiting at the beach. You like Wagner? Oh, yeah, sure. Super. You can, let me off in town. You guys must have been, working late. Moonlighting. Moonlight. Everybody was out there tonight, even the little creatures. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!